Certains disaient que ma maison était hantée et beaucoup d'enfants refusaient d'y entrer. Quand autant de personnes meurent, une charge énergétique peut rester et générer de l'activité paranormale. Les messages nommaient des détails de ma vie que seuls ma mère et mon père connaissaient. De prime abord, on ne croirait pas que des textos puissent avoir une origine paranormale, mais l'évolution de ce cas nous rappelle que c'est possible. L'histoire a pris une tournure particulièrement sinistre. C'était du jamais vu. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi effrayant de ma vie. C'est à ce moment-là qu'il a trouvé l'élément clé pour résoudre le cas, la clé du mystère. Quelque chose nous en voulait et cherchait à se venger. Tiens-toi loin de ma famille! Je n'arrivais pas à bouger. J'étais cloué sur place à regarder l'apparition. Comment avons-nous tous les deux eu cette vision? Je ne sais pas ce que cette force me voulait, mais elle était assurément maléfique. Moreno Valley est une ville très intéressante. La montagne M est ornée d'un M gigantesque qui représente Moreno Valley. Les gens d'ailleurs disent « c'est là que se trouve la montagne M ». Eh oui, c'est le symbole de Moreno Valley. Il y a de très beaux sites pour la randonnée par ici. Il y a aussi le canyon Sycamore qui offre une vue imprenable sur la ville. C'est un endroit paisible. Mais soudainement, un soir, tout a changé. Les problèmes ont commencé ce soir-là. J'ai quitté le travail tard, alors je suis allé chercher de la pizza pour ma femme et nos enfants. La pizzeria est à une dizaine de minutes de la maison. Pendant que je faisais la file, j'ai reçu un texto. Mushrooms on it, 2 slices, the morning man should be waiting. Okay. Il y avait des affiches publicitaires dans les fenêtres. Elles bloquaient la vue vers l'extérieur et inversement. J'ai jeté un coup d'œil dehors, mais je ne voyais personne qui se servait d'un téléphone. Il ne semblait pas y avoir quelqu'un qui me textait. J'ai trouvé ça très étrange. Je ne comprenais pas pourquoi on me ferait ça. Puis, j'ai reçu un autre message. C'était tout à fait juste. Le texto disait la vérité. Il y avait 3 femmes et un homme dans le restaurant. Le caissier a vu que j'étais ébranlé et il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que j'avais reçu un texto bizarre, mais que ce n'était rien de grave. J'ai pris les pizzas et je me suis mis en route pour la maison. J'étais assez bouleversé. Je voulais juste rentrer chez moi et manger en famille. Je ne savais pas qui me textait et pourquoi. J'ai essayé d'en faire abstraction. À mon arrivée, j'ai reçu un autre texto. C'était encore un message de cette personne. J'avais peur. Je regardais tout autour, mais je ne voyais personne. Il n'y avait rien de suspect dans les alentours. Le message provenait d'un Luke Wilkes.
J'ai cliqué pour voir son profil. Je voulais comprendre pourquoi il m'écrivait. Mais il n'y avait ni photo de profil, ni photo de couverture. Ça disait que son compte était actif depuis 2013. Il n'avait pas d'amis, il n'avait rien publié. Le compte était vide. Quand je pense au cas de Malcolm, malgré mes 25 ans à mener des enquêtes en phénomènes paranormaux, les messages électroniques envoyés par un fantôme sont rares, voire extrêmement rares. Malcolm recevait des textos troublants qui lui prouvaient que quelqu'un l'épiait de la pizzeria jusqu'à chez lui. Les preuves étaient tangibles, et de plus, les messages provenaient d'une source précise. Malcolm avait raison d'être perturbé. Selon les statistiques, 1 cas sur 5 de cyberintimidation évolue en violence physique. Quand je suis arrivé avec les pizzas, j'hésitais à en parler à ma femme. Fallait-il d'abord manger? J'ai décidé qu'il valait mieux lui montrer les messages, pour en finir. Ça me tracassait et je voulais savoir ce qu'elle en pensait. Let me see. J'ai lu le message. Il disait « Rends le téléphone à Malcolm ». Les messages à la pizzeria, c'était une chose, mais là, notre sécurité à la maison était menacée. On se faisait intimider chez nous. Ma famille était en danger. J'ai tout de suite pensé qu'il y avait un intrus dans la maison. Ma femme et mon fils sont tout de suite allés se cacher dans la salle de bain. Ils ont verrouillé la porte. J'ai inspecté la maison, mais je n'ai trouvé personne. Je ne savais pas d'où ça venait ou de qui. J'étais furieux. J'ai ouvert la porte-fenêtre, je n'ai rien vu dehors. J'ai scruté le terrain et la rue, il n'y avait rien de suspect. J'ai alors crié « Fiche-moi la paix! Fiche-moi la paix tout de suite et tiens-toi loin de ma famille !» Je me suis dit que quelqu'un avait pris le contrôle de mon téléphone et filmait ce qui se passait dans la maison. Des cybercriminels auraient pu s'infiltrer dans le téléphone de Malcolm afin de prendre le contrôle de sa caméra et de pouvoir le géolocaliser. C'était peut-être de la cyberintimidation, mais qui s'en prenait à lui et pourquoi? J'étais particulièrement inquiet par la suite, même paranoïaque. Je regardais constamment dans le rétroviseur et par les fenêtres. J'étais hyper vigilant et nerveux. J'avais peur, j'appréhendais la suite. J'ai commencé à me demander si j'avais fait du mal à quelqu'un ou si j'avais contrarié quelqu'un. Pas une seule personne ne m'est venue en tête. En tant qu'enquêteur, je pose les mêmes questions. Il faut d'abord considérer l'hypothèse que Malcolm aurait pu énerver quelqu'un au point où la personne aurait voulu s'en prendre à lui en s'infiltrant dans sa vie pour la ruiner complètement. De prime abord, on ne croirait pas que des textos puissent avoir une origine paranormale. Mais l'évolution de ce cas nous rappelle que c'est possible. L'histoire a pris une tournure particulièrement sinistre. J'avais reçu un autre message. J'ai répondu que la conversation était terminée, que je ne voulais pas qu'on soit en contact et de laisser ma famille et moi tranquilles. Le message disait que j'avais échappé à la mort 2 fois. Et ça m'a terrifié parce que c'était vrai. Je suis né de façon prématurée. Je peinais à respirer et j'ai failli mourir. Très peu de gens le savent. La 2e fois que j'ai failli mourir, c'était à cause d'un chauffard ivre. On me parlait de détails de ma vie que seule ma mère et mon père connaissaient. Ces messages semblaient provenir de l'au-delà. Ce texto disait que j'allais être tué par balle. Ça m'a effrayé plus que tout. C'était à glacer le sang. Ces gars-là préparent un gros coup, mais je sais pas quoi. On dirait qu'ils préparent une invasion. Je ferai cette infiltration. Et vous le regretterez. Le plus dur,
c'est de garder le secret. À quoi tu joues? T'es une police? Oui ou non? On est du FBI. Check et mat. C'est de bonne guerre. Votre cinéma, jeudi et samedi, 22h, à Canal D. Oh my God. On avait prévu un voyage en famille au Texas. Ma femme y est allée avec ses parents, je suis resté. Je sentais que j'étais ciblé. Les messages parlaient peu de ma famille. Ils parlaient juste de moi. On me disait que j'avais échappé à la mort 2 fois, mais que je mourrais la 3e fois. Je n'ai donc pas pris de risque. C'est à ce moment-là que la situation a viré au cauchemar. À mon réveil, j'ai vu que la vaisselle avait été placée sur le bord du comptoir. C'était comme si on me provoquait. Au moindre coup, la vaisselle serait tombée. Les portes d'armoire et les tiroirs étaient ouverts. Tout avait été déplacé sur le bord du comptoir. J'étais bouleversé. Personne n'aurait pu faire ça. J'étais seul à la maison. Une sorte d'entité avait dû le faire. Elle a commencé à se moquer de la Bible, à se moquer de textes sacrés. J'avais l'impression que c'était la faucheuse. La mort elle-même, c'est la faucheuse, en fait. J'étais seul à la maison. J'ai commencé à avoir faim et j'ai pensé à me réchauffer de la pizza. Cette force arrivait à lire dans mes pensées. J'étais complètement terrifié. Pour moi, c'est à ce moment précis que ça devient clair qu'il ne s'agit pas d'un intimidateur en chair et en os. Le malfaiteur qui s'en prenait à Malcolm venait de l'au-delà. J'ai commencé à chercher des liens. Je me suis dit que ça avait peut-être commencé quand j'avais 12 ans. Une nuit, j'étais au lit dans ma chambre et la porte a grincé. Ça m'a réveillé. J'ai vu la porte s'entrouvrir un peu plus. Et je m'attendais à ce que quelqu'un rentre. La porte s'est alors ouverte un tout petit peu plus. J'avais très peur, mais personne n'est entré dans ma chambre. 2 semaines plus tard, j'ai entendu du bruit à la porte. J'ai vu la poignée de porte s'abaisser, puis se redresser. Elle semblait vibrer aussi. J'ai paniqué. Je me suis caché sous la couverture et je regardais la porte du coin de l'œil pour voir si quelqu'un allait entrer ou si la porte allait continuer de s'ouvrir. Mais la porte s'était ouverte par elle-même. Il n'y avait personne. Je me suis rappelé ce souvenir parce que c'était la seule expérience mystérieuse que j'avais eue. J'avais l'impression de devenir fou. Je me suis dit que ça devait être un phénomène paranormal. J'étais plus vieux et j'en savais plus sur le surnaturel. C'était peut-être la même entité qui se manifestait, mais je n'en étais pas sûr. Dans certains cas, une entité peut s'attacher à une personne et peut se manifester à différents moments de sa vie. Quant à Malcolm, cette énergie semblait résolue à vouloir le perturber et même à le rendre vulnérable. Pourquoi? Ce n'était pas encore clair. J'ai commencé à me réveiller avec des égratignures. C'était comme si un animal m'attaquait dans la nuit. Les lésions ne me faisaient pas mal,
jusqu'à ce que je commence à me réveiller avec des égratignures au visage. Elle causait une sensation de brûlure. J'en avais au front et sur les joues. Les entailles étaient toutes fines. Des ongles d'humain ne laisseraient pas de telles traces. Elles étaient toutes fines. Les tactiques d'intimidation étaient d'abord psychologiques, puis la violence physique a commencé. La situation prenait des proportions insoupçonnées. L'entité a dit qu'elle allait tirer un dé et que chaque chiffre aurait une conséquence. Et il y a un chiffre dont la conséquence me perturbe encore maintenant, tellement c'était grave. Ça disait que si c'était un 6, l'entité irait voir ma mère pour l'aider à s'enlever la vie. Je n'en revenais pas. Hello? Malcolm, you have to come over quick. Something's wrong with Mom. Ma petite sœur m'a appelé pour me dire de venir l'aider, que maman n'allait pas bien. À mon arrivée, ma mère était enfermée dans sa chambre. Elle s'y était barricadée. Leave me alone. I'm talking to God. Get the hell out! Ma mère ne m'avait jamais parlé comme ça de ma vie. I'm hopeful that we will be able to meet one day soon. You just have to tell me what I need to do. Yes, I need to see you. Elle m'a dit qu'elle avait toujours voulu parler avec Dieu, et maintenant qu'elle en avait la chance, j'avais le culot de l'interrompre. Go away. Je lui ai demandé ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Elle m'a répondu qu'il lui avait dit où aller pour se tuer, afin de le rencontrer. Je lui ai dit, « Maman, Dieu ne te demanderait jamais de t'enlever la vie. Ce n'est pas Dieu. » Ma mère a fini par revenir à elle-même. En plus de la violence physique infligée à Malcolm, l'entité a commencé à tourmenter sa famille immédiate. C'était une attaque indirecte contre lui, la cible étant ses proches. Sur la route vers chez moi, je me sentais anéanti. J'ai commencé à réfléchir à ce qui aurait pu se passer plus tôt dans ma vie, comme cette entité en savait tant sur moi, qui aurait pu être l'œuvre de cette force obscure. J'étais juste ici quand une voiture m'a heurté, à cette intersection. J'étais à vélo et je traversais la rue, puis un chauffard ivre a grillé le feu rouge. Le capot m'a heurté et j'ai volé dans les airs. J'ai agrippé mes épaules et je me rappelle avoir dit à voix haute « Ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas ». Je le répétais sans cesse et boum, ça a tourné au noir. Je me suis réveillé sur le trottoir. Quand j'ai repris connaissance et ouvert les yeux, j'étais ici. Je regardais vers le ciel et j'ai vu la silhouette d'une femme qui s'approchait de moi. Les voitures filaient à toute allure. Quand elle est arrivée près de moi, tout est devenu silencieux. Je n'entendais plus qu'elle. Un policier est venu me demander si ça allait. Je lui ai dit d'aller chercher la dame. Et il m'a répondu, « Quelle dame? Je suis garé là depuis un moment. Je n'ai pas vu de dame. » Je lui ai dit qu'une femme venait de me parler. J'ai demandé au policier si j'étais en vie. Il m'a répondu que oui, en riant. Il a dit que notre conversation était réelle et que j'étais là, que j'allais bien. Il a dit qu'aucune dame ne m'avait parlé, mais je me souviens très bien d'elle.
S'il existe des esprits maléfiques, comme beaucoup de gens le croient, il ne serait que logique que des forces opposées existent aussi. Si des manifestations malveillantes visent des gens comme Malcolm, y a-t-il peut-être des forces de l'ordre spirituel aussi? Des entités capables de réagir et de protéger? Est-ce que c'était le cas de cette apparition féminine qui a aidé Malcolm après le délit de fuite? J'ai fait des recherches et j'ai découvert que lors d'une expérience de mort imminente, le voile se lève. On est si près de la mort, c'est comme avoir un pied dedans et un pied en dehors. On est à moitié vivant et à moitié mort. À mon avis, ce jour-là, je me suis rapproché de façon définitive du royaume des esprits. J'ai parlé avec un ange gardien, avec une entité bienveillante. Mais du même coup, j'ai l'impression que j'ai ouvert la porte à bien plus, possiblement à cette entité qui s'en est pris à moi. Elle a parlé des fois que j'ai échappé à la mort. Peut-être que cet esprit est entré dans ma vie quand j'ai levé le voile, tout comme l'ange gardien a pu apparaître. J'ai un ami qui m'a dit « Malcolm, tu es le seul qui peut régler le problème. Si tu y tiens, que tu refuses de craindre cette énergie et que tu l'affrontes, tu vas t'en sortir. » J'ai tout de suite su qu'il avait raison. Qu'arriverait-il si je faisais un effort pour vaincre la peur de cette entité qui m'a fait tant de mal? Je savais que je gagnerais à ne pas la craindre, à ne plus lui montrer ma frayeur. Cette conversation m'a permis de trouver mon armure. J'étais prêt à affronter cette présence maléfique. Je lui ai dit que je ne la craignais pas, que mon fils ne la craignait pas, ma femme non plus ou ma mère. Plus personne ne la craignait. J'ai entendu un rire diabolique dans la salle de séjour. Et j'ai ri à mon tour. Je n'avais plus peur. Au bout du compte, l'esprit se nourrissait de notre peur. Notre crainte lui donnait de la vigueur. Quand on a cessé de le craindre, il a perdu ses forces. Au point où les manifestations ont cessé. Parfois, la meilleure façon de se tirer d'un danger, c'est de ne pas y contribuer. Malcolm a décidé qu'il n'aurait plus peur. Il ne se laisserait plus intimider. C'est grâce à cette approche que l'activité de l'entité a diminué jusqu'à s'arrêter complètement. Ça fait 6 ans que ça s'est produit. Et on n'a plus reçu de texto menaçant. Tout va bien, la vie est belle. Cette expérience a changé ma façon de voir le monde surnaturel. J'étais sceptique au début. Mais cette histoire m'a ouvert l'esprit. Je crois maintenant aux phénomènes paranormaux. Je suis né et j'ai grandi dans la petite communauté de Napier en Ontario. Pendant mon enfance, la population était d'environ 25 personnes. Je passais mon temps dehors, à chasser, pêcher, faire du canot et du kayak. C'était plutôt idyllique. Puis un jour, tout a changé. Ma vie s'est transformée en cauchemar. Les mardis, tous les dangers sont possibles. Je n'avais jamais vu ça. Ça s'est passé tellement vite, j'ai crié. On n'avait aucune certitude qu'elle allait survivre. Il fallait sortir de là à tout prix. Oh non! On craignait pour notre vie. Les mardis catastrophes, dès 20h, à Canal D. Je me souviens de la date précise parce que mes parents sont revenus d'un voyage ce jour-là. Wait till you see what I got you. What do you think? Pretty sweet, eh? Mes parents sont partis en vacances en Virginie. Ce sont des passionnés d'histoire. Mon père aime les reconstitutions de la guerre de sécession et ce genre de choses. L'histoire de la Virginie est très riche. Wow. Cool, Mom. And look at this.
She's so old. Ils étaient tout contents de leur voyage. Ils m'ont tout raconté. Ils ont parlé des sites historiques qu'ils avaient visités. Ma maison reflète ma passion pour l'histoire et les antiquités. Ces objets comptent beaucoup pour moi. Je les vois comme une prolongation de la vie des personnes auxquelles ils ont appartenu. Quand mes amis venaient chez moi après l'école, certains avaient trop peur de dormir chez moi. Il y a beaucoup de choses ici qui ont plus de 200 ans. Erin Goodpipe, première prise, prêt. Ma première impression quand j'ai entendu parler de ce cas, c'est que les mordus d'histoire ont tendance à se procurer de nombreux artefacts. Et chaque objet porte une histoire et une énergie singulière. Les objets ont donc une charge spirituelle, en théorie du moins. Les objets que cette famille collectionne pourraient représenter un danger pour ceux qui baignent dans leur énergie. Certains disaient que ma maison était hantée. Dans ce cas, tout a commencé au sous-sol, dans la chambre de lit. J'avais décidé de m'installer au sous-sol. Mes parents ont accepté, à condition que je déplace tout moi-même. Quand j'étais adolescent, ma chambre était ici. Mon lit était juste là. Ma chaîne stéréo était tout près. C'est au sous-sol que j'ai commencé à avoir des cauchemars horribles. Une ombre macabre me pourchassait. Elle semblait constamment à 3 pas de moi, prête à me saisir. Puis je me réveillais. C'était terrifiant, ça me semblait réel. C'était toujours le même rêve. Chaque fois, il commençait où le précédent s'était terminé. J'essayais constamment de m'enfuir dans ce cauchemar. C'était sans cesse. J'ai fini par en parler avec mes parents. Ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais ces cauchemars non plus. Les cauchemars n'ont rien d'anormal, en général. On ne peut pas dire qu'un rêve est un phénomène paranormal par définition. Les gens rêvent toutes les nuits. Ces rêves servent à revisiter ce qui nous habite et parfois ça donne lieu à des cauchemars. En tant qu'enquêteuse, je m'attarde aux rêves qui se réalisent dans le monde tangible, quand ce qui se passe dans les rêves se manifeste également dans la vie. Un soir, quand je me suis couché, c'était l'obscurité totale. Je ne voyais rien du tout dans ma chambre. J'ai entendu des bruits de pas dans l'escalier. On aurait dit que quelqu'un descendait les marches. J'ai entendu tous mes CD tomber par terre. Il n'y avait personne dans le sous-sol, à part moi.
Des esprits maléfiques sont revenus les hanter. Et des enquêteurs du paranormal commentent leurs témoignages terrifiants. Dad? Dad? Je suis resté éveillé pour tout entendre. Ça m'a profondément effrayé. Ça m'a terrifié. Je n'ai pas dormi de la nuit. Si quelqu'un était entré par effraction, les chiens auraient aboyé. Ils aboient à la moindre chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne suis pas allé au sous-sol. Le lendemain matin, quand je suis monté, mon père était dans la cuisine. Je lui ai demandé pourquoi il était entré dans ma chambre pendant la nuit. Et mon père m'a dit, de quoi tu parles? Je croyais qu'il me jouait un tour, à vrai dire. Mais il m'a répété que ce n'était pas lui, qu'il n'était pas entré dans ma chambre la veille. Je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. Notre maison me semblait différente tout à coup. Well, someone's going through my CDs. Knocked them on the floor. J'ai commencé à me demander s'il s'agissait de fantômes et d'événements paranormaux. Quand je pense à l'énergie paranormale dans cette maison et cette région, je pense notamment à l'histoire du village. L'histoire est mouvementée. Il y a eu des tragédies. Dans les années 1880, une épidémie a touché le hameau et tué 90% des enfants. Quand autant de personnes meurent, une charge énergétique peut rester et générer de l'activité paranormale. Il y a beaucoup d'enfants enterrés dans le cimetière. Dans une famille, 2 enfants, ou plutôt 3, sont morts de diphtérie en l'espace de quelques mois. Peut-être que les circonstances de leur mort les ont rejetés dans les limbes. Ces enfants cherchaient à trouver comment franchir les portes vers l'au-delà. J'ai tendance à croire que les esprits se comportent comme les êtres humains vivants. S'il y a des enfants enterrés dans les environs, ils venaient de ce village et avaient des amis ou des proches qui vivaient dans la maison. L'un de ces esprits a peut-être voulu leur rendre visite. Quand le phénomène s'est reproduit quelques fois, j'ai commencé à me demander s'il s'agissait du fantôme d'un des enfants morts dans le village. Mais ça ne semblait pas être l'œuvre d'un enfant. C'était différent. J'étais portée à croire qu'il s'agissait d'autre chose dans ce cas. Mon grand-père était décédé. On avait apporté des boîtes remplies de ces choses à la maison. Son grand-père est mort subitement. Il est décédé le soir de l'Halloween. Quand quelqu'un a l'impression d'être hanté par une entité, je tente toujours de découvrir si cette personne a vécu un traumatisme ou si un membre de la famille est décédé. À mon avis, l'esprit de nos proches peut venir nous rendre visite. Je fouillais dans le portefeuille de mon grand-père. Il traînait chez nous et ça a piqué ma curiosité. Je l'ai ouvert dans l'espoir d'y découvrir des photos et de découvrir ce qui s'y trouvait. J'ai vu quelque chose du coin de l'œil. J'ignorais ce que c'était. Puis, j'ai vu l'entité de près.
J'étais tétanisé, je ne comprenais pas ce que c'était. C'était la panique. Je ne savais pas quoi faire. J'ai hurlé et je suis parti à la course dans le couloir. Tout à coup, j'ai entendu un cri hystérique. J'avais tellement peur, je n'avais jamais rien vécu de tel. Il est arrivé en courant, tout pâle. J'ai essayé de tout lui raconter. Elle n'y comprenait rien. Je lui ai dit, « De quoi tu parles? Il n'y a rien de bizarre, Lee. » Elle croyait que j'étais fou. Quand quelqu'un meurt, selon mes croyances, son esprit peut revenir. Parfois, c'est pour régler des différends avant d'accéder à la dimension des esprits. Cela dit, Lee aurait su, au plus profond de lui-même, que c'était son grand-père. La personne reste fondamentalement elle-même, même dans la mort, selon les expériences de Lee, et même si les manifestations se passaient à la maison, l'esprit ne semblait pas lui en vouloir personnellement. Ça ne semblait pas être son grand-père. C'était du jamais vu. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi effrayant de ma vie. Je ne croyais pas vraiment au surnaturel, mais j'y crois maintenant parce que j'ai vu quelque chose d'inexplicable. J'avais trop peur de dormir au sous-sol, alors j'ai regagné ma chambre d'enfance à l'étage. Une nuit, j'étais au lit. Et il y avait une forme noire au plafond au-dessus de moi. Je n'arrivais pas à bouger ou parler. J'étais cloué sur place à regarder l'apparition. Je ne savais pas ce qu'elle me voulait, mais je sentais qu'elle était maléfique. Dans l'immensité du monde, les enjeux sont nombreux. Pour tout comprendre, DocuD, mercredi 21h, à Canal D. J'ai enfin réussi à crier, et dès que j'ai fait du bruit, la forme a disparu. J'étais terrifié. Je n'avais jamais eu aussi peur. Il s'agissait de la même énergie obscure sans visage qui me pourchassait dans mes rêves. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Lee sentait que cette force agressive lui voulait du mal. Les esprits ont de nombreux pouvoirs. Leurs actions sont parfois incompréhensibles. Ça peut prendre des tournures dangereuses. Le lendemain matin, je suis venu m'asseoir à table pour manger. Ma mère me regardait et elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Elle voyait que j'étais perturbé. J'hésitais à lui en parler, mais je lui ai raconté ce qui s'était passé dans ma chambre pendant la nuit. Ce matin-là, Lee m'a parlé d'un cauchemar qu'il avait fait pendant la nuit. Je lui ai dit, « Oh mon Dieu, j'ai fait le même cauchemar. » J'étais renversée qu'on ait eu le même rêve. La forme flottait dans les airs et voulait que je la rejoigne. J'ai crié, « Non, je n'irai nulle part avec toi, je refuse !» Mais je ne pouvais pas bouger, j'étais immobilisée. J'ai fini par crier avec assez de force pour la chasser. Comment avons-nous tous les deux eu cette vision? Qu'est-ce qui se passait dans notre maison? Il s'est passé trop de choses pour dire que ce n'était qu'une coïncidence. L'activité paranormale s'intensifiait d'une fois à l'autre. J'ai l'impression que si j'avais rejoint cette forme, j'y aurais laissé ma vie. Je n'en suis pas sûre. J'ai eu peur. La terreur devenait insoutenable. Dans ce cas, Nancy et Lee
ont fait le même cauchemar le même soir. Ils ont rêvé qu'une entité sombre surplombait leur lit et les deux se sont réveillés au même moment. Ils se sont alors raconté leurs rêves et à mon avis, c'est clair qu'il s'agissait d'activités paranormales. L'esprit provoquait la famille Bernier. Quand un esprit agit de la sorte, j'ai tendance à croire qu'il essaye de dire quelque chose ou qu'il veut que la famille qu'il hante fasse quelque chose pour lui. Qu'est-ce qui a causé tout ça? La seule piste que j'ai pu trouver, c'est que les phénomènes surnaturels ont commencé quand mes parents sont rentrés de leurs vacances en Virginie. J'ai consulté l'album de photos de nouveau. J'essayais de trouver un indice, parce que j'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose nous en voulait et cherchait à se venger. C'est à ce moment-là qu'il a trouvé l'élément clé pour résoudre le cas, la clé du mystère. Lors de leur voyage, les parents de Lee ont visité un cimetière à Richmond, en Virginie, où reposent 18 000 soldats des États confédérés. C'est le cimetière Hollywood. Sur tous les mausolées, il y a du lierre. C'est de toute beauté. Je suis fleuriste et je n'avais jamais vu autant de lierre. Alors, j'en ai pris un bout et je l'ai rapporté. En prélevant cette bouture de lierre, Nancy n'a pas pensé que la plante provenait d'où le général George Pickett était enterré. Cet homme était particulièrement cruel et sanguinaire. Le général Pickett a combattu pendant la guerre de Sécession. Et lors d'une charge historique, il a perdu 7500 soldats. C'était un bain de sang. Après cette attaque, il a exécuté 22 soldats qui avaient refusé de prendre les armes à ses côtés. L'un d'eux était un jeune d'à peine 15 ans. Ce général était un homme sanguinaire. Le lierre provenait de sa tombe. En rapportant une bouture chez nous, ma mère a dû aussi faire entrer la colère et l'agressivité du défunt. Le lierre a une signification. Quand on en plante sur une tombe, l'intention est d'offrir aux morts d'accéder à la vie éternelle dans l'au-delà. C'est un symbole d'immortalité. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tout ce qui se passait, c'était à cause de la bouture que mes parents avaient prélevée. J'ignorais la signification du lierre sur les tombes. Le lierre était le problème chez nous. C'est possible que cet esprit, si c'était bien George Pickett, ait tenté de communiquer son mécontentement à la famille. Il percevait le prélèvement de ce lierre comme un manque de respect. Il fallait qu'on s'en débarrasse. Je n'ai pas juste rapporté du lierre. J'ai rapporté une entité maléfique et je n'en voulais absolument pas chez moi. Quand Nancy a décidé de faire brûler le lierre, à mon avis, elle tentait de dire au général George Pickett qu'elle n'avait pas voulu l'insulter et qu'elle souhaitait corriger son erreur. Je n'ai plus jamais eu ce cauchemar récurrent par la suite. Il ne s'est plus rien passé de mystérieux après coup. Je crois que ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est de ne jamais rien prendre d'un cimetière. La dernière chose qu'on souhaite, c'est d'être hanté par une force obscure.